Salut tout le monde! Épisode 3 de la chaîne Culture Cyberpunk et ce coup-ci, on envoie du lourd. On va parler du film qui a tout changé, The Matrix. Alors The Matrix, en quelques mots, c'est un film qui est sorti en 99 pour un budget de 63 millions de dollars, avec un box-office de 463,5 millions. Contrairement à un Blade Runner ou un Ghost in the Shell, il a tout éclaté à l'époque. C'est un film qui a reçu 4 Oscars, montage, son, montage sonore et effets visuels. Alors, The Matrix, il arrive à un moment idéal, en 99. On a une époque où on est donc en pleine démocratisation d'Internet, en pleine numérisation du travail, bulle technologique, et faut pas l'oublier, mais on est aussi en pleine peur du bug de l'an 2000. Ce film aussi, il a la particularité de fusionner plusieurs influences. Cyberpunk bien évidemment, les comic books aussi l'animation japonaise, et surtout les cinémas d'arts martiaux hongkongais, et, chose particulière, la philosophie occidentale. Voilà, je vais laisser la parole à Julien, il a des choses à dire aussi. Bien, alors, Matrix, ce sujet. Par où commencer? Eh bien, le point le moins polémique possible, alors que ce film n'a pas remporté le meilleur Oscar du scénario, a raison, c'est pas génial. Alors oui, c'est pas polémique du tout comme point de vue, mais il faut reconnaître deux choses. Premièrement, les règles de la simulation dans Matrix, ça dépend du moment, quand le scénario en a besoin, elles sont applicables ou pas. Les types, ils ont pas de limite pour sauter, mais par contre, ils peuvent pas franchir un mur en briques, pourtant le mur en briques n'existe pas. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont mais complètement aberrants, qui tiendraient pas la route. Aujourd'hui, on lui pardonnerait pas. On lui a pardonné à cette époque, tout simplement parce que le public était beaucoup, beaucoup moins chiant que maintenant. Dire que le public est devenu une horde de Julien Buzen et je suis pas sûr que ce soit très bon pour les scénaristes. Mais le fait est qu'il y a quand même des trous dans le scénario. Alors attention, il y a certains trous qui sont dus à des facilités scénaristiques, il y en a d'autres qui sont dus au fait qu'il y a des choses qui sont sérieusement transformées par le deuxième et le troisième. Il y a des indices qui sont laissés ça et là, mais le but c'est pas de discuter du scénario du film, c'est de discuter de son apport à la culture cyberpunk et à la façon dont on perçoit en fait notre propre époque. Alors, là où ça devient très intéressant, c'est sur son aspect philosophique. On va attaquer sur le lourd directement, ça on pourra passer facilement à l'accessoire ensuite. Ce film se place dans la continuité de la critique de Platon vis-à-vis des arts mimétiques. Alors quand on lit La République de Platon, on est un petit peu surpris parce qu'au lieu de parler de la gouvernance d'un État de façon démocratique, ce qu'il présente, c'est une dictature de la masse. Des gardiens sont là pour garantir la continuité de l'État, et ce corps de gardiens peut employer tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Et Platon identifie comme très grand danger à la continuité d'un État parfait les poètes et les dramaturges. Pourquoi? Parce qu'ils produisent des récits qui sont faux. Et Platon ne fait pas de différence au niveau le plus essentiel entre une fiction et un mensonge. Il identifie que là où le philosophe essaie d'élever l'individu par la raison, le poète lui raconte des choses qui n'existent pas et donc ça tient de la contamination affective. Il y a aucune démonstration logique dans son travail. Ça plaît, on parle aux émotions et on adopte ou pas. Et Platon voit ça comme un danger suprême. Et donc il propose de tenir les poètes et les dramaturges en laisse, de leur mettre une bride et de les utiliser pour le bien de la cité en contraignant les récits qu'ils vont inventer. C'est de là qu'on tire l'idée du roman national. C'est pas une mauvaise idée en soi, parce qu'on sait très bien que sans une mythologie, une société n'existe pas vraiment. On va en rediscuter. C'est le point central, de The Matrix et c'est là qu'il est intéressant. Mais, ce qui est flagrant chez Platon, en fait, c'est que l'on va à la fois critiquer les arts mimétiques et les asservir au bénéfice de la cité. Et si la cité prospère, alors le peuple prospérera. C'est littéralement un discours totalitaire. Et The Matrix, c'est ça. C'est la lutte des êtres humains rationnels et libres contre un mensonge qui a pour but de les asservir. Et on pourrait dire: «Oui, mais enfin Platon, ça date, de plus de 2 300 ans, c'est terminé cette affaire». Non, non, c'est toujours pas terminé. La société occidentale continue de se méfier comme de la peste des arts mimétiques et c'est flagrant, en fait, lorsque l'on regarde les différentes critiques qui ont été adressées successivement à l'imprimerie, puis à la photographie, puis à certaines formes artistiques comme le romantisme, puis contre les romans tout court. C'est-à-dire qu'on a étendu, le champ pour aller très, très large et puis en fin de compte, bah, le numérique en a pris plein sa margoulette et de nos jours, on a toujours l'impression que quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est quelqu'un qui va se mettre à violer des femmes ou à mitrailler des gens dans les écoles. C'est ridicule. C'est proprement ridicule. Le problème, c'est que, la démonstration de Platon était faillie dès le départ parce qu'il n'a pas bien analysé ce qu'étaient les arts mimétiques. Il faut lui reconnaître le mérite d'avoir identifié le fait qu'il ne passe pas par la voie de la rationalité. Le problème, c'est qu'on en est resté là. Et The Matrix est gênant dans le sens où il prône une libération de l'être humain, mais il reprend un argument qui est de base au centre, en fait, d'une structure qui prône un État totalitaire.
C'est un joli paradoxe. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que tu as une mise en abîme là-dessus. C'est-à-dire que tu as d'un côté, en effet, tes machines qui asservissent l'espèce humaine, donc de la manière qu'on connaît en ayant vu le film, et la manière dont ils les asservissent, les humains, c'est à travers une simulation dans laquelle les humains sont déjà asservis aussi. En fait, un double asservissement quand ils regardent bien. Et ça, c'est quand même assez génial. C'est-à-dire que dans la matrice, notre ami Thomas Anderson, il est employé de bureau. Il travaille dans un petit cube avec tous ses petits copains, tous ses collègues. C'est ni plus ni moins qu'un parallèle avec les pods dans lesquels il se trouve véritablement dans le monde réel, à savoir une prison. Et ce système hiérarchisé, il est en effet déjà totalitaire. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce dispositif narratif-là, c'est qu'en fait, on oppose une espèce d'Eldorado qui est la cité de Sion qu'il faut défendre à tout prix parce que c'est, le dernier lieu où les êtres humains vivent en liberté et une simulation dans laquelle ils vivent asservis et la simulation en question, comme le dit l'agent, Smith, c'est une simulation qui rend les gens malheureux parce que lorsque, on rend tout le monde heureux, ça ne fonctionne pas. Alors ça renvoie à une expérience d'éthologie qui a été menée dans les années 60, qui tend à démontrer que lorsque l'on élève des rats dans une utopie pour rats, ils sont malheureux comme des soupes, ils cessent de se reproduire et ils se dévorent les uns les autres. Génial. Alors On peut évidemment, jamais être transcrire content. ouais, c'est ça, toujours des emmerdeurs là à venir nous faire chier. Donc transposer ça directement aux êtres humains, c'est très osé. Alors, l'anthropologue en moi dirait qu'on a évolué pour être en groupe de 50 et pas pour vivre dans des mégalopoles de millions d'individus. Oui, effectivement, mais enfin, il y a une différence entre être un peu malheureux et puis cesser de se reproduire, s'entretuer, la délinquance qui explose et tout le reste. On a très bien vécu avec des natalités correctes jusque dans les années 2000, en France et ailleurs, avec une densité de population élevée. Donc, c'est pas le problème de la surpopulation qui fait que les êtres humains sont malheureux maintenant. C'est autre chose. Et cette autre chose, on peut plutôt aller le chercher, à mon humble avis, du côté, bah, tout simplement, du fait qu'on est réduit à une fonction et pas, et qu'on nous prive de notre puissance d'action, par exemple. Ce qui est montré dans le film, là encore. Donc, je critique le scénario du film parce qu'il y a des facilités et que c'est finalement un film assez médiocre de ce point de vue-là. Attention, sur le dispositif symbolique, il y a quand même des choses très intéressantes et très fines. Ils ont Il y fait a non, non, aussi des ils ont fait leur paradoxes. boulot, hein. Là-dessus, les Ouais, mais Wachowski ils ont ont fait vraiment leur fait leur classe. boulot. Ouais, 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 Alors, clairement. moi, j'ai pas grand-chose de plus à en dire sur le point de vue, de la structure narrative profonde. Je mets en exergue le paradoxe qui consiste à utiliser le discours de Platon pour critiquer l'art mimétique alors qu'on fait une production mimétique. Un film, c'est une production mimétique. Donc il y a peut-être un petit manque de compréhension de la philosophie justement de la part des écrivains. D'un autre côté, tout le reste fonctionne relativement bien, voire très bien par moment. C'est du bon travail dans l'ensemble sur le plan symbolique. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai envie de t'emmener rapidement sur le côté, mythologie syncrétique, qu'on trouve, au long du film. Alors, je regarde mes petites notes, hein, mais on a plusieurs choses. Typiquement, on a Néo qui, signifie le nouveau et constitue l'anagramme de The One. Alors, on est en anglais, OK, mais One, Néo, c'est une chose. Thomas, le prénom de Anderson, ça évoque Je l'apôtre qui doute. Trinity renvoie par définition à la Trinité. Morpheus porte le nom du dieu des rêves, c'est quand même pas innocent. Zion, c'est la cité humaine promise. L'oracle qui remplit la fonction prophétique. Le Nebuchadnezzar, qui quand même porte le nom d'un roi biblique hanté par des rêves qu'il ne comprend pas. Et Cypher, qui évoque le chiffre, le zéro et le message codé. Oui. Oui, oui, oui. Quand je dis que symboliquement parlant, ça tient la route. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a droit aussi au fameux tour de passe-passe. L'oracle explique à Néo qu'il ne sera pas l'élu dans cette vie-là, mais peut-être dans la prochaine. Ça tombe bien, il se fait tuer. Mais il revient. Principe de la Donc, résurrection. Bah, on a le. justement, là, on est Alors, dans le christianisme. alors, on n'est pas seulement dans le christianisme. Odin se sacrifie à lui-même, hein, et il arrive à en tirer 2 fois 9 charmes qui en font un dieu. Enfin, un dieu plus puissant que les autres. Mitra meurt et revient à la vie. En réalité, le nombre de dieux et héros qui meurent et reviennent à la vie, ça commence à devenir assez intéressant. Et c'est surtout universel comme schéma, mais c'est normal, nous redoutons la mort. On espérerait bien revenir après. J Là-dessus, ça fonctionne pas mal. Il y a évidemment des aspects de psychologie, qui sont pas dénués d'intérêt. On va citer au pif, la théorie des masques de Jung, puisque monsieur Anderson est Néo et ce sont 2 masques. C'est précisément un des angles morts, de la philosophie occidentale que pendant des millénaires, ne pas être parvenu à saisir qu'un individu, c'est un cumul de personae, qui, se manifeste en différentes circonstances. La philosophie voit l'individu comme un bloc et c'est un des défauts de Platon, par exemple, mais c'est pas le seul, hein, je veux dire tous l'ont fait. C'est une critique qui est très récente. Hem
Elle se généralise à partir de Jung évidemment, mais ce n'est que depuis le XXe siècle que l'on envisage un être humain que sous forme, d'un cumul de personnes qui se manifestent à divers moments de son existence. Et encore personne, personnage, rôle, voilà. Alors, j'en pense que tu auras plus à en dire à ce sujet que moi parce que tu l'as un peu plus travaillé. Ouais. Alors moi, disons que sur le côté psy, moi je suis plus parti sur, à l'époque de mes études, dans la psychanalyse lacanienne. Donc Oui. là, on est un petit peu sur, on est encore un peu dans un autre monde, mais pour la faire aussi simple que possible, la psychanalyse lacanienne, c'est un retour à l'œuvre de Freud fondée sur le langage et ce qu'on appelle les 3 registres et la séance courte. Au niveau des 3 registres, c'est là en fait où ça m'intéresse. On est dans ce qu'on appelle le symbolique, le monde des mots, des lois et du langage qui nous façonne. On est dans l'imaginaire, le domaine de l'image de soi, du moi et de l'illusion. Donc là, c'est intéressant parce que le domaine de l'image de soi, c'est ni plus ni moins que l'image du soi résiduel qu'utilisent les personnages quand ils se connectent dans le construct et qu'ils vont dans la matrice. Ils ont une image d'eux qui projettent, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont dans le monde réel, vu qu'ils sont tout chauves, tout pourris. Là, ils sont tout beaux avec, du coup, avec des jolis fringues. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce troisième registre, c'est ce qu'on appelle le réel. Alors là, c'est un concept qui est vraiment pas simple à attraper, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être symbolisé ni imaginé. C'est un impossible à dire qui fait effraction. Je ressors la définition de mes études, c'est pas simple, mais c'est grosso modo ce vers quoi on tend sans arriver à l'identifier. C'est ce qu'on désire sans savoir ce qu'on veut. C'est le monde qui s'offre à nous sans qu'il nous soit accessible. Et là, on tient quelque chose d'intéressant parce que ce monde-là, ce réel, il nous est coupé par ce qu'on appelle le filtre. Et ce filtre, il est symbolisé dans le film à un moment très précis qui est le moment où Neo retourne dans la matrice après son éveil pour aller voir l'oracle. Et là, il se retrouve dans cette bagnole et il regarde le monde extérieur, qui est une simulation, à travers la vitre de la voiture. Et ça, c'est une énorme symbolique. Et ce qui est d'ailleurs génial, c'est que il est dans une simulation, il regarde une simulation à travers un filtre simulé. Ça aussi, c'est pour la petite histoire. Donc, cette notion de réel et de l'indicible, on le voit à travers aussi tout simplement la vérité du réel, qui rend malade. Que les humains débranchés trop tard n'arrivent pas aussi à appréhender. Raison pour laquelle Morpheus dit à Neo qu'on essaye de ne pas débrancher les gens passé un certain âge, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter. Donc, il y a plein de, il y a plein de ponts qui sont faits par rapport à la psychanalyse lacanienne, qui ont été pris de manière assez superficielle, mais en tout cas, voilà, qui sont là. Alors c'est intéressant parce qu'en anthropologie, on a la même chose, mais je pense que Lacan a travaillé de très près avec les progrès de l'anthropologie pour conclure ses thèses. En tout cas, très fort étonnant qu'il ne l'eût pas fait, étant donné, ce que tu me dis. En anthropologie, en fait, on part d'un constat simple, aucun être humain ne peut percevoir le monde tel qu'il est. Pour la bonne et simple raison que surtout nous n'arrivons même pas à saisir la totalité du spectre lumineux. Les infrarouges, les ultraviolets, tout ceci nous est complètement inaccessible. Qu'on s'imagine que les ondes radio, c'est de la lumière, hein, quand même. On ne peut pas voir des ondes radio, ça me semble assez évident. On a besoin d'un appareillage pour pouvoir les utiliser, les percevoir et en tirer quelque chose. Donc, cette limite a donné lieu à 2 choses. La première, c'est la phénoménotechnique de Gaston Bachelard, qui est en fait un point central dans les sciences contemporaines, où ce que l'on cherche à faire, en fait, c'est compenser les défaillances de la perception humaine par des instruments qui permettent d'étendre le champ de notre perception. C'est comme ça qu'on a mis au point des microscopes, des, systèmes d'écoute radio pour aller capter les étoiles au loin et que le petit à petit, nous reculons, la part d'invisible du monde qui d'imperceptible du monde qui nous non pardon, je reprends. C'est pour ça que c'est pour ça que nous parvenons à repousser les frontières de l'imperceptible par la puissance de la phénoménotechnique. L'autre point, c'est en anthropologie. Puisqu'on ne peut pas saisir le monde tel qu'il est, et qu'il serait bien entendu complètement illusoire de prétendre le comprendre tel qu'il est, nous interagissons avec le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous l'imaginons. Et ça s'appelle un cosmos. Il y a une différence entre l'univers, ça c'est ce qu'on perçoit, et le cosmos, ça c'est ce qu'on comprend. Et il y a un cosmos dans The Matrix. Il est exposé par Morpheus lorsqu'il réveille, Neo. Il lui dit: «Alors voilà, on est en 2199 ou quelque chose comme ça, j'ai pas la date exacte parce qu'on a perdu les archives. Donc premièrement, l'héritage de l'humanité est perdu. Premier élément important du cosmos. Deuxièmement, le monde s'arrête à la toiture de nuages dont on a recouvert la planète. Deuxième élément, le monde est fermé.
Troisième élément, nous avons perdu une guerre et nous avons caché des machines qui cherchent à nous exterminer ou à nous réduire en esclavage. Et ainsi de suite, en fait, il déroule un récit qui est d'ordre mythologique. Parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est pas un récit documentaire. On n'a pas de preuves à l'appui pour venir confirmer ce récit. Et la suite des films va montrer qu'effectivement, il n'y a pas de preuves. Et pour cause, il est faux. Tout Le, Cosmos est faux. le deuxième film, en effet, rebat complètement les cartes et amène littéralement le discours inverse du premier. Oui, on se rend Ça me compte fait que mal. les machines ne sont pas que des puissances, comment dire? Aliénantes, elles ont des raisons d'agir comme elles le font et l'absence de confiance entre humains et machines ne vient pas de nulle part. Il y a aussi ça, c'est un discours victimaire que Morpheus envoie à Neo. Un discours victimaire, il faut toujours s'en méfier. Et malheureuse petite victime qui se retrouve du mauvais côté du bâton, oui, par exemple, on fait une réputation épouvantable à Christophe Colomb parce qu'il aurait massacré, des indigènes. Il faut comprendre que les indigènes en question ont massacré des Espagnols, qui eux-mêmes avaient commis des forfaits pour répondre à des provocations. C'est toujours ce qui se passe quand 2 cultures sont confrontées l'une à l'autre. Il y a des incompréhensions qui mènent à des violences et il faut une quantité de bonne volonté phénoménale pour réussir à y échapper. Et l'escalade des violences finit toujours par donner raison à celui qui a les plus grands moyens d'exercer la sienne, en l'occurrence les Espagnols. Ce qui est intéressant aussi avec le discours victimaire, c'est que ça met Neo en position de sauveur. Ce Oui, qui est quand même vachement sympa, c'est motivant. oui, alors Parce qu'à que la fin, si tu lui dis d'entrée de jeu, écoute, ton but, c'est de mettre la clé dans la porte, tu es la clé pour aller dans la porte, et puis c'est toi qui fais un gros reset de tout le bordel, bah, ça motive quand même vachement moins, quoi. Là, au moins, on te dit que l'humanité repose sur tes épaules, vas-y, mon gars, tu sais pas ce qu'il faut faire, c'est pas grave, on te le dira. oui, oui, c'est une manipulation élémentaire, c'est exactement ce que disait Napoléon Bonaparte. Un soldat ne sacrifie pas sa vie pour quelques sous par jour, il faut le galvaniser, parler à son âme. Exact. Donc ça va pas plus loin. Et en fait, ce qui est int même si je trouve que le scénario du film, laisse franchement à désirer, ça, c'est intéressant dans ce film-là. C'est qu'il épouse ces paradoxes et on a fait une publicité épouvantable au film suivant. C'est vrai qu'ils sont décevants du point de vue du récit héroïque, on va pas dire le contraire. Mais justement, pour une fois qu'on a une remise en cause intelligente des récits héroïques, je pense qu'en fait, le premier film est plutôt médiocre, que le deuxième est beaucoup plus intéressant. Bon, le troisième, ouais, je Le pense qu'il y troisième, a il y a consensus. il a vraiment aplati la symbolique, pour revenir finalement sur 2 points. Les choses se dénouent, en partie dans le réel parce qu'il fallait, bah, on avait le budget pour montrer, Sion tout d'un coup et surtout, en fait, on est arrivé sur la dualité du One, contre le Many, quoi. C'est-à-dire contre Smith qui est devenu multiple. Tout à fait. Et on a une unicité contre ce virus qui a envahi toute la matrice. C'est vrai que le troisième, là-dessus, il est pauvre. Le deuxième, il est vraiment intéressant parce qu'il développe les thèses, ce que je vais appeler les paramètres de la simulation. Parce que ça aussi, c'est un point qu'il faut qu'on aborde. Toute cette notion de simulation, qui est véritablement au cœur du film, on reparlera de Baudrillard, mais fondamentalement, ce qu'on apprend dans le premier film, c'est ces paramètres. Les paramètres de collision, les paramètres physiques, les paramètres d'identification, les paramètres qui régissent cet univers tel qu'on les connaît dans un système informatique. Et tout l'intérêt pour les humains, c'est de s'affranchir de ces paramètres en les connaissant. C'est ce qu'ils arrivent à faire jusqu'à un certain point en tant qu'humains dits normaux, et c'est ce que Neo arrive à transcender une fois qu'il ressuscite en tant que The One. Oui. Alors, moi, j'ai, 2 ou 3 choses à rajouter. On a parlé de perception du réel, il y a un point qui est intéressant, c'est précisément, Gaston Bachelard qui ouvre la porte en expliquant que la phénoménotechnique nous permet de nous affranchir de nos limites. Et il y a une chose que je peux reprocher à The Matrix, c'est qu'ils ont tout placé, sous l'angle de la foi et de la croyance, là où précisément la foi et la croyance sont des choses qui ont maintenu l'humanité dans l'obscurantisme pendant des siècles et que l'on regarde le recul de la qualité de vie entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, et on se rend compte que la christianisation a eu un effet délétère sur la société. Alors, je vais citer un de mes auteurs favoris, qui est en fait une autrice, à savoir, Anna Komnene, aussi appelée Anne Comnène en français, fille de l'empereur, Alexis Ier Comnène, le restaurateur de l'Empire byzantin au XIe siècle après Jésus-Christ, qui explique dans ses mémoires sur son père, dont elle fait l'éloge, que sa famille était obscurantiste. Qu'il préférait et qu'on lui reprochait en fait de s'intéresser aux mathématiques, à la philosophie et aux arts, là où, seule la Bible compte. C'est-à-dire que même dans les coins les plus brillants de l'Europe, le livre sacré s'est substitué aux livres savants avec des effets catastrophiques. L'obscurantisme à Byzance s'est
accompagné d'une chute de la maîtrise technologique, d'une instabilité politique et d'une perte de compétences, administratives dramatique qui a conduit à la fin d'un des empires les plus brillants de la planète. Qu'on s'imagine que ces gens-là disposaient de machines-outils alimentées à eau 600 ans avant. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Donc, j'ai vraiment un problème avec ça vis-à-vis de ce film parce qu'il a un discours obscurantiste, en fait. Bah, de toute façon, la croyance, elle fait ni plus ni moins partie que du système du contrôle. La croyance, elle est là, c'est la manipulation de l'oracle. Parce Bien que c'est sûr, l'oracle qui manipule tout ce beau monde, fondamentalement. Et c'est pour ça, en faisant en sorte que l'humanité n'ait plus d'histoire, n'ait plus de documentation, que leur historique leur soit transmis, entre autres, par l'oracle, et fondamentalement, c'est ta gueule, crois ce que je te dis. oui, mais d'ailleurs, On les tient justement dans cette ignorance. Dune Donc on repose rejoint sur la même exactement ce que base. tu dis. On implante des croyances préalables dans les différentes planètes où les Bene Gesserit peuvent tomber. Ils n'ont Exact. plus qu'à exploiter les croyances pour pouvoir dominer la population et en faire ce qu'elles veulent. Et on voit ce que ça donne avec Paul Atreides, en effet, et les Fremen. Et c'est exactement ce que recommande Platon. On inculque un récit dominant aux enfants, à l'époque où ils n'ont pas la capacité ni le recul pour pouvoir, s'en extraire, et on contrôle tous les autres récits pour qu'une fois arrivés à l'âge adulte, ils ne développent pas la capacité critique nécessaire pour s'émanciper du récit original. Il n'y a pas de miracle, les pères de l'Église catholique étaient des platoniciens et ils ont fait exactement ce que Platon a recommandé et ça a marché pendant des siècles, pendant 1000 ans très exactement. Après ils ont eu un petit problème, ça s'appelle la Réforme. Tout petit Exact, souci. ouais. Donc, Matrix est un film très intéressant parce qu'il permet de convoquer tout ça. Alors maintenant, hem, au-delà, de cet aspect-là, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est, l'opposition entre ce que l'on imagine et ce qui s'impose à nous. On vit à une époque où on remet en cause les acquis du postmodernisme et je pense que c'est une bonne chose, car le postmodernisme met l'accent, en fait, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense et sur ce qu'on imagine. Tout serait question de point de vue. On va tout relativiser. Je ne fais ici que résumer grossièrement des thèses qui s'étalent sur des centaines, voire des milliers de pages, hein. Donc c'est forcément mal fait et sans doute injuste. Le postmodernisme n'est pas inintéressant dans le sens où il comprend bien qu'il y a un filtre de perception et que ce filtre joue un rôle prédominant dans la façon dont on voit le réel. Mais enfin, on peut croire très fort qu'on va voler, si on se jette du haut d'un immeuble, on va mourir à l'impact. C'est Ouais, et c on aura eu la banane, avant l'impact. Ouais, c'est ce qui distingue un fou d'une personne sensée. La personne sensée se bride dans ses comportements parce qu'elle est consciente qu'un monde l'entoure et qu'il y a des conséquences à ses actions. Elle n'est pas le centre du monde, elle ne décide pas de ce qui se passe. Elle n'en est que le passager. Heu, c'est un petit peu quelque chose qu'on n'apporte pas beaucoup dans le film, mais quoique, Neo, c'est le type qui est capable d'imposer sa volonté au monde. Ce qu'il imagine, ce qu'il, ressent devient la réalité. S'il est capable de dominer ses émotions et de canaliser son imagination, alors il y a plus de limite et c'est ce que l'on voit à la fin du film. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'ensuite il se retrouve confronté à d'autres limites plus tard. Exact. Qui fait qu'à quoi bon? C'est un des problèmes, entre autres, du deuxième film, justement. Tu le vois bien à la fin du premier quand il se retrouve à je vais le dire comme ça va faire sourire, mais quand il se retrouve à pénétrer Smith, violemment, n'est-ce pas? Voilà, Oui, de voilà, ou façon tout non du moins consensuelle. mais totalement, il Ce est pas film n'est pas d'accord. woke. Non. Et Smith n'est pas d'accord du tout. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'il aurait pu faire, pour se débarrasser de la deuxième itération de Smith plus tard, finalement, mais il le fait pas. Oui. Ah oui, il peut le faire pour se débarrasser de tout. Il l'a fait une fois, il peut le refaire. Exactement. Et voilà, et du coup, il le fait pas. Donc ils sont redescendus d'une marche par rapport à ses capacités pour le remettre dans un système où ce qu'il fait à l'écran, c'est cool, c'est du super-héros, mais ils l'ont remis dans quelque chose qui, en effet, qui tienne un petit peu plus la route, quoi. C'est dommage. C'est-à-dire, c'est toujours l'épreuve. Donne ce pouvoir-là à des joueurs à une table de jeu de rôle. Regarde combien de minutes résiste ton scénario à des joueurs en furie avec ce pouvoir-là. Je pense que aux alentours de 20 secondes. Bon alors, où est le méchant? On va lui dynamiter la face, ça va aller plus vite. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire, quoi. 30 ans de Game Master, c'est oui, oui, je sais. Il faut surtout pas donner ce genre de pouvoir à des joueurs. Ils vont attraper 5 bâtons de dynamite, ils vont exploser ton scénar, soit le retrouver éparpillé dans tout Paris, façon puzzle. Non, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est le problème des pouvoirs trop puissants, mais aussi des Deus ex machina. Encore que le Deus Ex Machina, ça peut être rigolo, si c'est bien utilisé. Mais là, les pouvoirs trop puissants, c'est pas drôle. Alors, heu, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je suis bien évidemment, complètement opposé aux thèses, fondamentales du postmodernisme parce que, je reste un scientifique dans l'âme et des gens qui m'expliquent que la science, c'est un mensonge, je peux pas être d'accord avec eux.
et si la science est un mensonge et si tout est question de point de vue, pourquoi est-ce que je donnerais foi à ce que tu me racontes? C'est-à-dire que le problème des thèses postmodernistes, en fait, c'est qu'elles s'annulent elles-mêmes. Si tout est question de point de vue, si tout est critiquable et si rien n'est vrai et que tout est permis, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu dirais vrai? Et si l'adage «rien n'est vrai» est vrai, il est faux et donc tout est faux, y compris, ce qui essaie de t'expliquer que, rien n'est vrai. Attends, mais tu sais que c'est aussi en effet un peu le paradoxe parce que début du premier film, Neo ouvre un bouquin dans lequel qui est creux d'ailleurs, symbolique, dans lequel il cache ses disques de piratage et ce bouquin, c'est, Simulacre et simulation de Baudrillard qui, de mémoire, est postmoderniste, je crois Un peu, oui. et un Je peu crois que c'est beaucoup. lui qui a lancé la dinguerie sur la science en tant que mensonge. La plus grande escroquerie du siècle, il me semble que ce sont ces mots, mais c'est «il me semble». Alors, justement, moi, en tout cas, ce qui me fait rire, c'est que on est sur cette notion de simulacre et de simulation, mais au final, le propos du film, c'est de te dire que derrière la simulation, il y a bien un monde réel, Oui, avec ses lois et des lois bien cruelles par-dessus le marché. en effet. Moi, j'ai envie d'aller au-delà. D'abord, on va sit je veux parler de 2 films, on va pas en pendant 1 minute, hein, pas plus, qui ont été desservis par The Matrix. Il y a d'abord Equilibrium, un film fantastique sur la valeur des sentiments dans une société et deuxièmement, il y a Dark City, qui traite de façon beaucoup plus intelligente la question de la perception de la réalité et de la puissance de la volonté. Dark City, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'abord graphiquement parlant, ensuite scénaristiquement parlant, c'est très, très robuste, c'est magnifiquement joué et il est très dommage que ces 2 films aient été éclipsés, principalement parce que les gens qui ont voulu les vendre au public, parce qu'il y a toujours des campagnes mercatiques pour vendre un film, ont voulu en faire des espèces de suites de Matrix ou de films parallèles alors qu'en fait ça n'a pas grand-chose à voir. Hem, Dark City, encore une fois, est un film qui est touchant dans ce qu'il essaie en fait d'atteindre l'humain derrière tout, ce jeu de miroir et de fumée qu'on constitue notre perception. Et c'est quelque chose qui est dramatique parce qu'en fait, je il me semble, alors c'est 2 têtes, que le protagoniste se réveille dans une pièce à côté d'une femme qui vient d'être assassinée et le Exact. protagoniste sait qu'au fond de lui-même, il n'est pas un meurtrier. Alors que la manière dont il a été placé là avant de se réveiller, sans avoir été censé se réveiller, en effet, le met dans une position où clairement c'est lui le meurtrier. Voilà, et il est persuadé que c'est pas le cas. Et c'est ça, en fait, chaque être humain connaît sa vérité. On peut se tromper, évidemment, mais il se passe quoi quand le monde autour de nous, nous crie que nous sommes une chose et qu'en réalité, nous ne le ressentons pas? Il y a des questions là qui sont fondamentales. Qui suis-je? Alors il y a toujours ce millefeuille de personae, qui nous constitue, qui fait que nous ne réagissons pas forcément de la même façon avec les mêmes personnes, dans les mêmes lieux et dans les mêmes circonstances, suivant l'instant, le moment, notre état émotionnel et tout ce genre de choses. Il y a ça et puis, derrière, il y a, le regard de l'autre et ça, c'est beaucoup plus intéressant que, cette histoire de machines qui font des simulations dans lesquelles nous ne serions que des rats pour pouvoir nous transformer en piles. La lutte de l'être, je la vois pas dans Matrix. C'est des gens désespérés, mis dans une situation épouvantable, qui font la seule chose que peut faire un être humain dans ces cas-là, c'est soit abandonner, soit se battre. Il y a pas d'alternative. Dans Fight and flight, ouais, on est voilà. d'accord. Dans Dark City, c'est plus intéressant. Alors, Equilibrium est aussi beaucoup plus intéressant, mais c'est un discours sur le totalitarisme qui cherche à contrôler jusqu'à la réaction émotionnelle des gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir ça dans la sphère médiatique où, on vous explique que vous n'avez pas le droit de penser ça. Tu es gentil, mais Christopher Nolan qui vient expliquer aux gens qu'ils ont pas le droit de critiquer son film comme ils le font parce qu'ils en savent pas assez sur la critique. C'est ça. Quoi? Mais tu qui? Mais en fait, déjà, le mec essaie de corriger Homer, tu qui? Et deuxièmement, il vient t'expliquer que, tu pas le droit de le critiquer parce que tu sais pas faire. Mais si madame Michu trouve que ton film est merdique et a envie de le dire, elle a le droit de le dire. Ça te plaît pas, bah, tant pis pour toi. Va boire une tourtelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Tiens, moi j'ai une question pour toi. Pour moi, comme je l'ai dit en intro, The Matrix, c'est un film qui a tout changé. Il a tout changé au niveau visuel, il a tout changé aussi au niveau storytelling, au niveau narration, l'air de rien. Il a ouvert la voie à beaucoup, beaucoup, de nouveautés. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ton opinion sur, les changements au genre cyberpunk que Matrix a pu amener. Eh bah, écoute, pas tant que ça, en fait. Bah, alors, mon ressenti personnel sur le film quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Bon, les trous dans le scénario, je les ai vus tout de suite, parce que je suis un sale emmerdeur. Heu, mais j'ai beaucoup aimé parce que, c'était visuellement très réussi, les scènes d'action étaient chouettes, c'était bien joué, Carrie-Anne Moss en tenue moulante. Pardon, heu, après bon, Ah, ça enlève rien. alors je tiens à dire quelque chose. À vous qui nous écoutez, enfin les quelques personnes qui nous écoutent, Matrix 2 ne se résume pas à Monica Bellucci en tenue latex.
C'est important. En termes d'esthétique, il utilise des choses qui ont déjà été utilisées. Il apporte rien. En termes de fonction de la ville, il n'apporte rien. En termes de simulation, c'est du Neuromancer++. En fait, il exploite les éléments du cyberpunk intelligemment pour construire un récit qui est découplé des thèmes cyberpunk. Le cyberpunk, c'est la lutte contre les corpos, la désintégration d'un monde, mais c'est une lutte entre êtres humains. Oui, il y a la menace de l'IA en marge ou à l'horizon, mais c'est une menace qui est à l'horizon. Ça se passe avant. Le cyberpunk est résolument humain. Matrix se place ailleurs. Il utilise les thématiques, il utilise l'esthétique, mais ça se place ailleurs. Par contre, il faut reconnaître que je pense que pas mal de jeux vidéo qui sont venus après n'auraient pas été ce qu'ils furent sans The Matrix. Il y a une espèce, je pense que pas mal de créateurs de jeux vidéo après The Matrix se sont dit: «Mais attends, mais il y a quand même des idées en béton armé là-dedans, faut qu'on s'en serve». Matrix qui d'ailleurs n'a pas été qu'une série de films, ça a été toute une, franchise transmédia d'ailleurs, Oui, soit il dit y a eu en aussi un jeu passant. vidéo très oubliable, me Il y a eu semble-t-il. plusieurs jeux vidéo. Il y a eu Neo Path of the One, il y a eu Enter the Matrix, il y a aussi eu un MMORPG, de Matrix qui d'ailleurs continue l'histoire après la fin du troisième. C'était pas un peu une Il y a eu catastrophe? J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, je bossais. J'étais grand à ce moment-là, mais en tout cas, il y a eu énormément de choses. Il y a eu aussi les films d'animation Animatrix, il y a eu énormément, énormément de choses et des liens d'ailleurs entre les différentes œuvres. Donc Oui. très intéressant de ce côté-là aussi. Non, mais ils ont une continuation transmédia plutôt intéressante, oui. Non, sur le cyberpunk, ça apporte pas grand-chose au mouvement. C'est une œuvre majeure dans le sens où elle a énormément démocratisé les thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive juste avant la grande pause. Enfin, dans les années 2000, le cyberpunk, ça s'évapore. C'est une des causes. Ça revient, comme on l'avait dit, dans un épisode précédent, par la petite porte, à bas bruit. Et maintenant, c'est en train de faire un sacré boucan. Ah, parce qu'on est dedans, Voilà. tout Alors, simple. l'autre côté de Matrix, c'est que c'est un film générationnel. Il a essayé de faire découvrir ça à neveux, nièces, enfants. Ça les intéresse pas. Voilà. Et nous, on était comme des dingues devant. Enfin, moi, je l'ai vu 12 ou 13 fois au cinéma quand il est sorti. Alors, je l'ai vu qu'une fois, mais je crois qu'au cours de ma vie, j'ai dû le voir 8 fois en vidéo. Bon, il y a 3 fois, c'était pour le travail, alors, ça compte pas Moi, vraiment. j'ai arrêté de compter. Voilà, alors c'était le troisième épisode de la chaîne Culture Cyberpunk, passé à discuter du film de Matrix. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, abonnez-vous. On n'a pas fini de faire le tour. Il y a tellement d'œuvres cyberpunk, que ce soit films, bouquins, jeux de rôle, jeux vidéo, on en a pour le reste de notre vie à vous faire des vidéos. Donc abonnez-vous. Laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, donnez-les nous aussi. Et puis on décidera de vous ignorer ou éventuellement d'aller dans votre sens, allez savoir. Du coup, je vous dis à la prochaine et soyez sages ou faites semblant.